Mes parents m'ont toujours dit qu'on pouvait changer le monde et qu'on était là sur terre pour ça, en fait. Les droits fondamentaux, c'est aussi le droit de respirer un air pur, d'avoir accès à une eau potable et ce qui est malheureusement pas le cas aujourd'hui, sur une grande partie de la planète. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est grandir à l'intérieur. Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre, se reconquérir. Parce que les femmes sont fortes. Celles qui osent. Siffle un mec dans la rue, mets-lui une main au cul. Est-ce que tu l'as déjà fait? Celles qui osent. Bonjour Marie-Monique Robin, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Vous êtes journaliste, lauréate du prix Albert Londres 95, documentariste, écrivaine, et vous avez réalisé plus d'une quarantaine de documentaires. Vos enquêtes abordent des sujets de droits humains et d'intérêt général comme l'écologie, la faillite du monde agricole, la torture aux États-Unis, le trafic d'organes ou encore la crise du chômage en France. Ma première question va porter sur la genèse de votre engagement journalistique. Vous avez d'abord étudié les sciences politiques en Allemagne, puis avez fait des études de journalisme à l'université de Strasbourg. Quand avez-vous su que vous vouliez être journaliste et d'où vient votre engagement pour les droits humains? C'est un peu difficile parce qu'on ne se réveille pas un matin en se disant je vais être journaliste, hein. C'est tout un processus en fait. Donc voilà, moi je suis née dans le Poitou-Charentes, dans une famille d'agriculteurs qui était très engagée bah voilà, en tant que chrétien en fait, Mhm. et qui m'ont toujours dit qu'on pouvait changer le monde. Alors ça paraît incroyable, mais voilà, et qu'on était là sur terre pour ça en fait. Voilà, donc ça c'est une motivation très profonde chez moi, hein. Donc ils étaient donc très attachés à la question des droits humains, mes parents, hein. Mhm. Et moi quand j'étais adolescente, bah, les premières manifestations que j'ai faites, c'était, en 1973, contre le coup d'État au Chili avec Pinochet, vous voyez? Oui. Et dans ces années-là d'ailleurs où il y avait des dictatures partout en Amérique latine, hem alors que j'avais 13, 14 ans, enfin, j'étais très touchée par cette histoire. Mes parents d'ailleurs, soutenaient un paysan, qu'ils avaient bien connu et qui était parti en Argentine et qui avait créé une coopérative et qui à un moment avait disparu, enfin, voilà. Donc ça m'a beaucoup, toujours interpellée, voilà, et puis après quand j'ai fait des études, comme vous l'avez dit en Allemagne, enfin, heu, c'était une période très très riche, la fin des années 1970. Avec le parti des Verts allemands qui se crée, Mhm. des initiatives, d'alternatives, un peu partout dans le pays, ce qu'il y avait pas en France à l'époque, hein. Donc ça m'a vraiment enfin, ça m'a donné envie de raconter ça aussi, donc c'est d'ailleurs ça a été le sujet de on dirait aujourd'hui de ma maîtrise, enfin, heu, c'est comme un master quoi aujourd'hui, hein. Oui. Voilà, et donc l'envie de devenir journaliste est venue progressivement, c'était surtout l'envie bien, de dénoncer les violations des droits humains au départ, c'était ça, et c'est comme ça que je me suis orientée, vers une école de journalisme, et avec l'envie d'ailleurs d'aller en Amérique latine, ce que j'ai fait largement après, parce que je suis allée plus de 130 fois en Amérique latine, et donc petit à petit, la question des droits humains, c'est bon, d'abord, c'était les victimes des dictatures, enfin, c'était la question des droits humains au sens, 1 du terme, hein, et puis petit à petit, bah, ça s'est élargi à tous les sujets parce que finalement, on peut tout regarder, à travers le Mhm. prisme des droits humains. Heu, donc j'ai fait des films sur, le droit des femmes, les femmes victimes de violences conjugales. J'ai fait des films aussi sur, le droit des enfants, et puis évidemment, sur la question agricole parce que, heu, c'est aussi une question de droits humains. Qui contrôle les semences contrôle les peuples, hein. Donc voilà comment je me suis orientée tout doucement vers, une dénonciation, très, documentée. Au départ, c'était plutôt une curiosité, puis c'est devenu quand même une dénonciation parce que, du modèle agro-industriel, avec ces multinationales comme Monsanto qui ont mis la main sur les semences du Oui. monde, enfin, voilà, et au fil des années,
je me suis pas mal spécialisée dans toutes les questions écologiques et parce que c'est aussi une question de droits humains. Les droits fondamentaux, c'est aussi le droit de respirer un air pur, d'avoir accès à une eau potable, vous voyez? Et ce qui est malheureusement pas le cas aujourd'hui, sur une grande partie de la planète. Et justement, cet intérêt pour, les questions écologiques, vous l'avez abordé dans plusieurs de vos films, Le Monde selon Monsanto, le film sur le Roundup aussi, Sacrée Croissance et plus récemment dans La Fabrique des pandémies. Est-ce que, cela vous vient de vos parents qui étaient, je crois, agriculteurs et est-ce qu'ils vous ont donné, en fait, le goût d'une terre saine et d'un air sain et Alors respirable? oui, bon, j'ai dit mes parents étaient agriculteurs, mais en fait, au début, ils ont, dans leur carrière, eh bien, ils ont participé largement au développement du modèle agro-industriel, hein, parce que c'était à Ouais, l'époque, symbole de progrès. Mon père disait, bah, voilà: «Il faut nourrir le monde». Alors après, à la fin de sa vie, il disait que c'était complètement stupide. Pourquoi est-ce que nous, les paysans français, on nourrirait les Africains? Laissons les Africains se nourrir eux-mêmes, mmh mh. avec une agriculture de proximité et cetera. Donc au départ, ils ont accompagné ça. Alors en revanche, ils étaient, heu, très proches de la terre. Mon père était un grand connaisseur des oiseaux, enfin ma mère était une jardinière hors pair. J'ai dit «était» parce que mes 2 parents sont décédés il y a très peu de temps et ça m'a beaucoup, habitée. Puis en plus, j'étais Ouais, née sur une ferme où la famille était présente depuis 3 siècles. Enfin, vous voyez, c'est des racines, ouais. rurales, très profondes, heu, qui ont fait que j'ai une connaissance intime aussi de ce monde rural, hein, pour y avoir grandi, pour avoir, revendiqué mon appartenance à ce milieu, même si entre-temps, évidemment, je vis en ville. Ouais, Mais voilà, donc le fait que, par exemple, je fasse Le Monde selon Monsanto, qui était un film et un livre, parce que j'écris aussi des livres, hein, je oui. fais pas que des films, hem, a été, vraiment, l'effet d'une bombe dans ma famille parce que c'est là qu'on a découvert, en fait, tous les méfaits de l'agro-industrie et des pesticides, y compris dans notre entourage, avec des malades, des morts et ça a remis en cause tout le modèle agricole de la ferme, qui est passé en bio d'ailleurs, Mmh. après la sortie de mon film. Et vos films ainsi que vos livres sont riches en interviews, en études. On voit que vous travaillez beaucoup, vous vous mettez beaucoup en scène en tant que journaliste, qui fait des recherches, assidues. Je pense à notamment Sacrée Croissance où vous avez, d'ailleurs voyagé, au Canada, Argentine, Danemark, Brésil, vous avez été un peu partout. Et dans La Fabrique des pandémies, vous citez, je crois, 62 scientifiques, ce qui est énorme. Donc j'aimerais vous demander comment est-ce que vous travaillez? Combien de temps en moyenne vous consacrez à vos enquêtes? Et quelle est votre méthode, de travail? Alors, chaque film et livre, parce que très souvent c'est un film et un livre qui sortent en même Mmh. temps. Bon, pour La Fabrique des pandémies, c'est un peu différent parce que comme il y avait le confinement, j'ai d'abord fait le livre qui est un livre de confinement, fondé, comme vous venez de le dire, sur l'interview virtuelle, donc comme on fait en ce Ouais, moment, avec 62 scientifiques qui sont sur 5 continents. Et là, je suis en train de préparer, le film, hein, qui accompagnera ce livre. Ça me prend toujours au moins 2 ans. ouais, Au moins 2 ans. Je dis au moins parce qu'en fait, vous savez, moi, ça fait près de 40 ans que je fais ce métier, donc évidemment, j'ai accumulé plein de savoirs, plein de réseaux, plein de relations et tout ça nourrit mes enquêtes, quoi. Il y a des choses que je sais déjà, c'est plus la peine que je cherche parce que je sais déjà, quoi. Enfin, j'ai déjà écrit un livre, j'ai déjà fait un film, enfin voilà. mmh, Ça m'a beaucoup aidé, par exemple, pour La Fabrique des pandémies, pour travailler sur le lien entre la biodiversité et la ouais, santé, le lien entre la destruction de la biodiversité et l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. J'avais déjà tout un background, vous voyez, ouais, dans le domaine scientifique, parce que j'ai fait, par exemple, Notre poison quotidien, qui est aussi un oui, film et un livre, avec un tour du monde des meilleurs spécialistes scientifiques qui ont travaillé sur toutes les conséquences de la contamination chimique, notamment de l'alimentation, sur la santé humaine, hein. Donc voilà, c'est tout un background, voilà. Et puis non, bah, je travaille, internet, merci, hein, parce que c'est quand même on gagne beaucoup de temps, hein, parce que moi, quand j'ai commencé, il y avait pas internet, hein, évidemment. ouais, Et là, bah, voilà et je passe beaucoup de temps sur internet à télécharger des documents, des études, des rapports, à vérifier, vous voyez? À ouais. identifier des personnes qui pourraient être intéressantes à contacter. Ça, c'est un énorme travail. D'ailleurs, c'est toujours fastidieux parce que quand j'écris les livres, ça fait que il y a 40-50 pages de notes à la fin parce que je veux que le lecteur puisse Faut retrouver citer. mes sources Ouais. et retourner, vous voyez? Donc voilà mais c'est très précieux parce que moi j'ai fait beaucoup de films, et livres donc sur des questions extrêmement polémiques où, il y avait parfois des risques, Mmh. un film et un livre comme Escadron de la mort, l'école française auquel je tiens Ouais. beaucoup, c'est d'ailleurs celui auquel je tiens le plus pour dire la vérité, hein, qui Je l'ai montre vu il y a peu. J'ai vu le film, il y a pas très longtemps. C'était super. voilà.
Voilà, donc le livre est complémentaire de ce film et vous voyez, c'est montrer comment les Français ont exporté les méthodes de torture développées notamment en Ouais, Algérie et en Indochine vers l'Amérique latine avec et l'Amérique latine. particulièrement vers l'Argentine. Ce film et ce livre ont un impact énorme. Ils ont envoyé en prison des généraux argentins, enfin, Mmh. etc. Donc, le fait d'être très rigoureuse sur les sources, de tout vérifier, d'avoir le maximum de témoignages devant la caméra, bien, me met à l'abri aussi, alors d'abord de poursuites, parce que vous savez, par exemple, une entreprise comme Monsanto, ils n'attendent que ça, hein. Une Mmh. petite erreur, ils vont s'engouffrer là-dedans et puis ils vont essayer de semer le doute sur tout l'ensemble de l'enquête, hein. Donc, et pour le cas de Monsanto, par exemple, mon film est sorti dans une cinquantaine de pays, le livre a été traduit en près de 30 langues et j'ai pas eu de procès de Monsanto. Donc, bah voilà, c'est cette rigueur, alors qui est, je dois l'avouer, très fastidieuse parce qu'il Ouais. faut tout vérifier en permanence, hein. Heu et on n'est jamais tranquille parce qu'on se dit: «Est-ce que j'ai vraiment toutes les preuves?» Enfin, c'est voilà, et mais voilà, mais ça me met à l'abri aussi de difficultés. Et pourquoi est-ce que vous faites le choix d'un double format, donc un film et un livre à quasiment chaque enquête que vous réalisez? Parce que je trouve que c'est très complémentaire. Moi, donc quand j'ai voulu être journaliste, d'abord, il faut savoir que pendant mon adolescence, je ne regardais pas la télé parce que je supporte pas la publicité. Ouais, Si je pouvais, je rejoindrais les commandos anti-pub, là, vous savez qui ouais, parce ouais. que je trouve que vraiment, enfin, je ne supporte pas. Donc, la télé est pour moi insupportable. Pourtant, les années 70, il y avait moins de pubs qu'aujourd'hui, hein. Et quand je suis allée à l'école de journalisme, je voulais être, bah, normalement, bah, travailler en presse écrite, quoi, voilà. Et puis en Oui. fait, j'étais très cinéphile, hein, donc ça, c'est autre chose. J'allais au cinéma, j'aimais beaucoup le cinéma. Heu et petit à petit, j'ai découvert cet outil audiovisuel qui est absolument remarquable et j'aime beaucoup faire des films pour raconter des histoires. Mais, à chaque fois, comme je passe beaucoup de temps sur ces enquêtes, il y a plein d'informations que je ne peux pas mettre dans les films, c'est impossible parce qu'on ne peut pas tout dire, tout faire. Déjà que les films en général, ils font 1h30, enfin, vous voyez, c'est assez long. Mmh. Donc, bah, le livre, d'abord, c'est un grand plaisir de l'écrire et puis c'est une autre manière de raconter l'histoire, de mettre plus d'informations à disponibilité de des lecteurs et souvent les gens qui ont vu le film ont envie de lire le livre parce qu'ils ont envie de je D'en raconte savoir l'enquête plus. aussi, comment j'ai fait, Ouais. les obstacles que j'ai eus, les difficultés, enfin, vous voyez, c'est un autre, médium, Ouais. mais, pour moi extrêmement complémentaire. Vous avez également travaillé pour l'agence de documentaire et de reportage CAPA, si je ne me trompe pas, avant de devenir, journaliste indépendante. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à travailler en tant que journaliste freelance pour réaliser vos documentaires, alors que l'on sait qu'il est de plus en plus difficile de travailler pour les médias? Je pense notamment à la presse écrite, par exemple, qui est un secteur en crise et sachant que vos documentaires sont, longs, sont très précis et sont surtout filmés, aux 4 coins du monde, comment est-ce que vous arrivez à trouver les fonds nécessaires, et à simplement vivre, de votre passion et de votre métier? Bon, alors moi j'ai d'abord, après avoir travaillé longtemps pour des agences privées, donc à part, mais pas que, hein, Point du Jour, enfin plein d'autres, Mmh. j'ai eu un moment envie de créer ma maison de production. Ouais. Parce que je regrettais que les producteurs, bah, parfois, quand ils sont très gros, ben, ils font des films à la chaîne, enfin, ils se préoccupent très peu finalement du contenu et j'avais jamais accès au budget et tout ça, je trouvais ça insupportable. Mmh. Donc j'ai créé ma maison de production avec mon mari, il y a 10 ans maintenant, justement pour savoir, où va l'argent, enfin et cetera et puis avoir une démarche aussi, heu un peu citoyenne en fait, parce que le 1er film qu'on a fait en 2012 s'appelle Les Moissons du futur. Je tiens Mmh. beaucoup à ce film aussi, c'est un livre aussi. Hem, on a donc, eu accès, enfin évidemment au financement classique, hein, les chaînes de télévision, en Ouais. l'occurrence là c'était Arte et puis après tous les fonds de soutien, institutionnels, le CNC et cetera, des chaînes internationales, enfin et on a toujours, pour tous les films qu'on a réalisés depuis 10 ans, une part de financement participatif, comme pour La Fabrique des pandémies Oui. actuellement là, donc on peut soutenir le film. Ça passe par notre site, parce que ça permet de bah, d'abord il y a pas de vous savez quand vous passez sur des grandes plateformes, eh bien il y a 10 qui revient à la Mmh. plateforme. Enfin nous ça nous permet d'avoir de la trésorerie parce que chaque personne qui soutient le film, le fait directement sur notre site. Hem et on peut le faire très modestement, hein, parce que nous en général c'est un préachat de DVD, enfin oui c'est des petites Ouais, sommes, ouais. mais en fait des petites sommes, ça finit par faire, 10 ou 15 du budget, ce qui n'est vraiment pas rien. Et moi, je sais que, bon, toutes ces grandes enquêtes qui coûtent cher, parce que je pars toujours avec un caméraman, un ingénieur du son. Là, pour La Fabrique des pandémies, j'ai même 2 caméramans, c'est carrément incroyable. Mmh. Un droniste et tout ça.
Eh bien, le fait de savoir que les citoyens, s'il manque de l'argent, sont là et je peux lancer un appel et parce que moi, la qualité de l'image est très importante pour moi. Je ne supporte plus l'évolution de la télévision telle qu'elle est aujourd'hui d'ailleurs, parce que on le voit bien d'ailleurs, hein, tous ces grands magazines de télé, c'est Ouais. vraiment, en termes de qualité, c'est du bas de gamme, c'est beaucoup de la radio, enfin c'est comme de la radio filmée, quoi. Parce que très souvent, il n'y a pas d'ingénieur du son, d'ailleurs, ça se voit tout de suite, hein. Et, et moi, je pense que quand on fait un documentaire, il doit être beau à regarder déjà, hein, même si ce Mmh. que vous dénoncez ou vous montrez est grave, hein. Donc ça veut dire travailler avec des professionnels, avoir un ingénieur du son, avoir des meilleures caméras, pas des petites caméras, là on part maintenant et des petits machins, voilà. Et donc ça veut dire des budgets qui sont importants et donc heu, le soutien des citoyens et des citoyennes est absolument capital. D'accord. En parlant de citoyens, d'ailleurs, dans votre documentaire, de 2019 qui s'appelle «Nouvelle Cordée», vous avez donné la parole, à un homme très touchant, à un ancien chômeur qui s'appelle Philippe et qui dit, en fait, avoir été impressionné par votre statut de journaliste et par les caméras. Et moi, j'aimerais vous demander comment a évolué la perception du métier de journaliste depuis que vous avez commencé ce métier? Et est-ce que vous sentez une hostilité grandissante, à l'égard des journalistes quand, vous travaillez sur le terrain? Alors moi je le sens pas, personnellement, parce que quand je prépare ces enquêtes, bien évidemment, il y a justement tout un travail de préparation. Philippe dont vous parlez par exemple, Mmh. qui était un chômeur de longue durée, 15 ans de chômage, gros problème d'alcool, je peux me permettre de le dire parce qu'il a eu le courage, aussi de le dire. Ouais. Bien, j'ai pas commencé à le filmer comme ça, j'ai pas débarqué, pam pam, mais vas-y, dis-moi que tu es alcoolique, je sais pas quoi, pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'y suis allé sans caméra, j'ai passé du temps, j'ai demandé l'autorisation, enfin et puis j'ai accompagné les gens pendant 4 ans, enfin, vous voyez, c'est toute une Ouais. relation qui se développe. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que, heu, très souvent, j'ai senti partout où je vais, vraiment, une hostilité croissante, des gens par rapport à la presse qui me vraiment fait beaucoup de peine parce que moi-même je suis journaliste, quoi, hein. J'ai une Mmh. carte de presse depuis près de 40 ans et que je défends parce que je pense qu'on a besoin de journalistes formés, et qui sont des vrais journalistes, hein, pas des qui font pas de la communication, hein. Je dis ça parce que souvent dans les Oui. écoles de journalisme maintenant, il y a parfois la confusion. Il y a certaines écoles qui font à la fois, soit communication, soit journaliste. Ouais. C'est pas les mêmes métiers. Donc voilà, hem et et l'évolution au cours de ces 40 dernières années, effectivement, n'est pas très reluisante, quoi, hein, c'est clair, hein. D'abord parce qu'on a une privatisation de tous les médias, aussi bien audiovisuels que Mmh. les journaux, avec des grands groupes financiers, des industriels qui deviennent propriétaires des médias et c'est pas du tout bon pour la qualité de la presse, pour son indépendance. Mmh. Moi, j'entends plein d'histoires partout, quoi, où on voit comment, ces propriétaires privés, font pression sur les équipes de journalistes et cetera. On a fait rentrer la presse dans une logique aussi de productivité qui fait qu'on a réduit les effectifs, vous voyez? Ouais. Moi, je suis très, vraiment attristé de voir mes jeunes confrères et consoeurs qui sortent des écoles de journalisme et à qui on demande de faire tout, caméra, son, montage, qui sont en statut de grande précarité avec, Mmh. on leur demande d'être auto-entrepreneurs. Enfin, c'est vraiment, c'est dramatique, quoi, hein. Parce qu'on a vraiment alors en plus aujourd'hui où on est dans un monde où les fake news, fleurissent, Ouais. sur la toile, on a vraiment besoin de lieux, donc des médias audiovisuels, la radio, la télé, avec des gens professionnels, qui savent, recouper des informations, les vérifier, vous voyez? Mmh. Et et malheureusement, on est en train de précariser cette profession et ça, c'est vraiment très grave. Pour la démocratie, c'est très grave. Est-ce que vous vous définissez comme une journaliste ou comme une militante avant tout? Alors, vous savez, la question de ce mot militant, c'est Monsanto, hein, qui a essayé de me De dénigrer vous en me coller disant l'étiquette? ouais, en me disant: «C'est pas une journaliste, c'est une militante». Alors moi, je retourne le propos, parce que quand ils Mmh. disent ça, évidemment, pour eux, militant, c'est négatif, hein. C'est Ils disent, néga mmh. voilà, «C'est pas une professionnelle, elle fait ça parce que voilà». Heu, voilà, alors, moi, je retourne le propos parce que finalement, quand vous prenez l'origine étymologique du mot, militer, c'est milito en latin, Mmh. ça veut dire: «Je pars en guerre» Oui. et moi, je dis: «Oui, je pars en guerre contre les mensonges institutionnels, la désinformation, oui et c'est tout à fait dans la ligne droite de mon maître à penser qui est Albert Londres. Vous avez cité mon prix Oui. Albert Londres de 1995. Albert Londres, qui je rappelle est un journaliste des années 1930, qui est le père du journalisme d'investigation en France, qui a donné son nom Mmh. au plus grand prix de la presse, l'équivalent du Goncourt en France, le prix Albert Londres.
et qui disait: «Notre métier, ce n'est pas de faire du tort ni de faire du bien, c'est de mettre la plume dans la plaie». Gageons que s'il était aujourd'hui, ici, enfin, il dirait mettre aussi la caméra dans la plaie, hein, voilà. Et donc ça veut dire que les journalistes ont une mission particulière, hein, mettre la plume dans la plaie, bah, ça veut dire, dénoncer des dysfonctionnements majeurs, c'est notre, rôle. Et d'ailleurs, je rappelle toujours que, la presse est considérée comme le 4e pouvoir. Mmh. Donc comme vous savez, les 3 premiers pouvoirs, c'est le pouvoir exécutif, législatif, et qui sont censés, œuvrer pour l'intérêt général. Je dis bien censés parce qu'il y en a qui en doutent aujourd'hui et c'est l'une des causes de la crise démocratique dans laquelle nous Mmh. sommes. Heu et ben, en tout cas, si nous sommes le 4e pouvoir, ça veut dire que les journalistes doivent aussi œuvrer pour l'intérêt général. Ça nous donne des devoirs importants. Et donc voilà. Donc pour tout ça pour dire qu'au final, je dis que tous les journalistes devraient être des militants de la vérité. Enfin, de la vérité de ce qui existe dans le monde. Vous Mmh. voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de subjectivité, parce que c'est encore une autre question, ça. On nous parle d'objectivité, etc. Oui. Alors moi, je revendique une part de subjectivité dans tout ce que je fais. D'abord parce que si j'ai choisi un sujet, c'est qu'il y a quelque part en moi quelque chose qui fait que je choisis pas un autre, hein, voilà. Et on peut pas nier ce qu'on est, voilà. Et donc la question, c'est pas la subjectivité ou l'objectivité, c'est l'honnêteté et la rigueur, qui va faire que, tout ce que vous, transmettez à travers les interviews, enfin et cetera, eh bien, ne déforme pas la réalité, ne manipule pas les données, vous voyez? Ouais. Et voilà. Et ceux qui font ça, ce sont eux les militants, vous voyez? Ouais. OK. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'interview, même si j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais quelle est l'interview qui vous a le plus marqué, au cours, de vos enquêtes ou alors, un moment que vous avez filmé, une action, Alors là, c'est trop difficile parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, Oui, il y en beaucoup. a Et beaucoup. d'ailleurs, l'un de mes soucis, c'est, quand je dis ça avec un peu d'ironie, c'est d'assurer le service après-vente, comme je dis, pour rigoler. Parce que tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, des moments forts et cetera, eh bien, souvent on reste en relation et puis il faut Oui. assurer tout ça, c'est pas simple, hein, parce que voilà. Heu, En revanche, pour vous dire que les films peuvent avoir un impact, je vais vous raconter une anecdote. Donc, une fois j'étais donc, à Toronto effectivement pour mon film Sacrée Croissance. Je filmais dans une Oui. coopérative qui avait été fondée par, des bac+10, Oui. et notamment un ancien trader de la bourse de New York, enfin bref, ce qu'on appelle en anglais des career shifters, hein, Mmh. donc ceux qui changent de carrière et pour faire de l'agriculture biologique donc dans la banlieue de Toronto. Et ils avaient tous entre 30 et 40 ans et j'étais en train de filmer et là j'aperçois un jeune, beaucoup plus jeune, qui me dit: «Tiens, avec mon caméraman, je travaille très souvent avec les mêmes équipes, hein», parce que c'est aussi une Ouais. question de confiance, d'amitié. Pour faire des bons Ouais, films, il faut j'imagine. des bonnes équipes, soudées. J'ai dit: «On va aller le voir lui parce qu'il est plus jeune que les autres, qu'est-ce qu'il fait là?» Il est en train de ramasser des radis. Il avait des dreadlocks, bref. Et je lui dis: «Alors, voilà, toi, c'est quoi ton histoire?» Il me dit: «Ah ben moi, j'allais très mal, la drogue et tout, mes parents étaient Mmh. désespérés et puis un jour, un professeur nous a passé un film et le lendemain, j'ai dit à mes parents: «Je sais ce que je vais faire de l'agriculture biologique». J'ai dit: «Ah oui, et c'était quoi le film?» «The World According to Monsanto», le monde selon Monsanto. Ouais, Ah, votre et là, film. c'était complètement dingue parce que le caméraman qui avait aussi filmé Le Monde selon Monsanto, il avait la caméra, puis il a commencé à dire, et il a dit: What's going on?» Et je dis: «Bah, c'est nous qui avons fait le film». Donc c'est pour vous dire, et des histoires comme ça, j'en ai plein, mais plein à raconter. C'est d'ailleurs, très gratifiant parce que ça donne envie de Ouais. continuer, parce que parfois on a envie de tout arrêter parce que c'est quand même très fatigant, quand Mmh. on se lance dans des grosses enquêtes où on sait qu'il y a des gens qui vous attendent au coin de la rue avec des kalachnikovs, enfin kalachnikov au sens, figuré Oui, du oui, terme, hein, oui. enfin, mais bon, qu'il y a des risques, qu'on peut prendre des coups, enfin, le fait de se dire que des films, et j'ai eu plein de témoignages partout dans le monde, hein, enfin, et bien, qui ont changé la vie des gens, vraiment, vraiment, ça c'est vraiment, puissant, quoi. Ouais, j'imagine. Et d'ailleurs, quel conseil donneriez-vous à des aspirants, aspirantes, journalistes qui aimeraient faire le même métier que vous? Comme vous, par exemple. Comme moi. Ah bien, je pense que bon, la question fondamentale aujourd'hui, c'est de repenser, un autre modèle économique Ouais. pour la presse. On voit bien déjà, moi, quand j'ai commencé, bah, c'était la télé,
Quand on regardait une émission, un magazine ou un documentaire à la télé, vous savez, c'était à 20h30. Si on le ratait, on mettait une cassette VHS pour Mmh. l'enregistrer. Enfin voilà. Aujourd'hui, on ne regarde pas du tout enfin, c'est fini ça. Il n'y a plus la grand-messe de je ne sais pas quel magazine le soir, tel jour à telle heure. Chacun regarde selon son temps, son rythme, enfin, etc. Et puis, de toute façon, on voit bien aussi comment la télé n'a plus du tout le même attrait qu'elle avait à un moment, quoi. Donc ça, Ouais. je pense qu'on est dans une transition importante. Il va falloir trouver des moyens de financer des enquêtes ambitieuses, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de journalistes professionnels qui sont engagés, vous voyez, et d'autant plus qu'on est dans une urgence absolue, hein, parce que moi, j'ai fait beaucoup de films pour dénoncer comme je l'ai dit tout à l'heure, heu, donc en soutenant les lanceurs d'alerte partout dans le monde. Et quand j'ai compris à peu près en 2010-2011 que enfin, le dérèglement climatique, c'était quelque chose d'absolument terrible, enfin, ce qui se prépare, ce qui est déjà à l'œuvre. Et puis également maintenant, la destruction de la biodiversité, c'est le sujet de mon dernier film et Mmh. livre. Euh, c'est vraiment, c'est absolument énorme, quoi. Ce qui fait qu'on est dans une situation inédite, totalement inédite. Donc moi, j'ai décidé en 2012 de faire aussi des films qui montraient les alternatives, qui montraient qu'on peut faire autrement, Oui. et en soutenant ce que j'appelle les lanceurs d'avenir, hein. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des enquêtes, parce que comme on dit toujours qu'il n'y a pas d'alternative, vous savez, c'est la fameuse phrase de Ouais. Madame Margaret Thatcher de 1980, Ouais. There is no alternative. C'est terrible, hein, parce qu'il n'y a pas d'alternative au monde dans lequel on est, avec une perspective d'effondrement progressif de la civilisation, parce qu'on détruit la biodiversité, on dérègle le climat, Mmh. on pollue l'eau, l'air, le sol, les aliments, il y a des malades partout. Enfin, c'est terrible qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, moi, je donnerais comme conseil vraiment de ne pas perdre ça de vue. Il faut absolument montrer tout ce qui se passe, qui montre qu'on peut faire autrement. Mais sérieusement, hein, il faut prendre cette question sérieusement, quoi. Voilà. Et puis trouver les moyens, de financer ces enquêtes. Je pense que ça va être enfin, il y a quelque chose à créer, heu des médias alternatifs, qui Un permettent, nouveau modèle, et ouais. ben, de trouver les financements pour ça. Parce que la télévision telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, d'abord, elle est de plus en plus formatée. Moi, je m'y reconnais plus dans cette télé. Tout le monde fait à peu près la même chose. Vous savez, Mmh. chaque, documentaire ou reportage commence aujourd'hui par un résumé. C'est complètement incroyable ça. On fait un résumé d'abord pendant 5 minutes, voilà. Enfin, bah, c'est il y a c'est de plus en plus difficile, quand on est, un journaliste, auteur, réalisateur, d'avoir un regard particulier sur une question, parce qu'il y a un tel formatage, tout le monde court après l'audience, parce que comme tout est Ouais. en train de s'effriter, que la télé est en train de perdre ce qu'elle était, enfin, c'est-à-dire son aura, eh bah, évidemment, tout le monde essaie de trouver des recettes, bricoler l'audience, et cetera, et puis au final, on fait toujours la même genre de produits, parce que ce sont des vrais produits, hein. Donc il faut vraiment essayer donc peut-être faut aussi se rassembler, hein, les jeunes journalistes, se dire qu'est-ce qu'on pourrait créer, parce que c'est créer une télévision sur YouTube avec des moyens financiers, vous voyez, Mmh. qui font appel aux citoyens, parce que les citoyens sont, ça Une j'en suis force. convaincue, sont une force et ont envie d'avoir des documentaires de qualité, et cetera. Mmh. Donc voilà. D'accord. Merci. J'ai juste 2 dernières questions à vous poser. Qu'est-ce que pour vous, signifie le verbe «oser»? Qu'est-ce que vous osez au quotidien? Même si je sais et j'imagine que vous osez constamment dans votre métier, mais si vous aviez une définition à donner qui pourrait, coller à votre statut de journaliste et à votre combat pour les droits humains? Bah, oser, c'est, bah, d'abord, c'est se dire que, il y a aucune fatalité, hein, donc voilà, et que tout est possible à condition de se donner les moyens de le faire, voilà. Et et parfois, on se dit: «Bon, moi, dans mon métier, je ne vais pas m'attaquer à ce sujet parce que là, franchement, ça va être trop dur». Mmh. Bah non, dur dans le sens où il y a des intérêts privés qui sont énormes, il va falloir que je Mmh. m'affronte. Bah non, heu, si on fait son boulot consciencieusement, en prenant le temps de le faire bien, et donc il faut avoir les moyens, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est ça. Eh bien, on peut s'attaquer à n'importe quel sujet, voilà. Heu, donc oser, c'est avoir confiance en soi aussi, quoi, et confiance aussi dans l'intelligence collective des gens, parce que contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, et c'est un peu ça le problème de cette télé qu'on a aujourd'hui aussi, c'est qu'on a tendance à considérer les gens comme des cons, hein, excusez-moi, hein. J'ai entendu tellement de fois dans les salles de Ouais, montage: «N'oublie pas, prends par la main la ménagère de 50 ans» et je sais pas quoi, hein, avec ouais. un mépris pour la ménagère de 50 ans, enfin absolument terrible. Donc non, non, les gens ne sont pas cons. Les gens, si on prend la peine d'expliquer des choses, même compliquées, hein, bien peuvent les comprendre, à condition de faire un effort de pédagogie. Enfin voilà, moi j'ai toujours ce souci, hein, de me dire,
comment je raconte cette histoire qui est un peu compliquée. Quand on est par exemple dans le domaine de la science, comment on fait Oui. Oui, vous avez un pour gros talent de vulgarisation d'ailleurs. voilà, ouais, j'essaie beaucoup de vulgariser, mais dans le sens premier, Ouais, vraiment ouais, bon ouais. terme, hein, c'est-à-dire, je m'adresse pas à des experts parce que si je m'adresse aux experts qui sont dans mon film, à quoi ça sert? Enfin, Oui, oui, bien j'essaie sûr. vraiment de faire un effort énorme pour que tout ce que je transmets, de ce que j'ai entendu des scientifiques par exemple, bien soit accessible au plus grand nombre parce que sinon, bah, ça sert à rien en fait. On reste dans l'entre-soi et ça sert à rien, quoi. Voilà. Mmh. Et ma dernière question porte, sur, une femme que vous nous conseilleriez, d'interviewer, de faire venir, dans notre podcast, que vous admirez. Est-ce que vous avez une idée? Alors une femme, vivante donc. Oui, ce serait mieux. Ce serait plus utile, oui. Non parce que moi j'ai une femme que j'aime beaucoup, mais bien sûr elle est décédée, mais heu, que j'admire beaucoup qui s'appelle Rachel Carson, heu, qui a écrit un livre, totalement fondateur, publié en 1962 qui s'appelle Le printemps silencieux, Silent Spring. Et donc j'ai eu le prix Rachel Carson d'ailleurs Oui, oui, c'est en ce que j'allais Norvège et je dire, suis ouais. assez fière de ça parce que c'est que pour des femmes qui contribuent à la défense de l'environnement, donc voilà. Ouais, Alors une femme aujourd'hui, attendez, heu, Sabrina Krief, d'accord. elle est dans mon livre La fabrique des Ouais. pandémies, lisez, c'est une primatologue qui fait un travail extraordinaire en Ouganda et qui montre comment on ne peut pas dissocier la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains, parce qu'on est tous interconnectés et qu'il faut absolument retrouver ce lien avec la terre. Vous voyez. Et Mmh. elle en parle très bien, elle a fait tout un parcours extraordinaire. Elle est rattachée au Muséum d'histoire naturelle et elle fait un boulot avec les chimpanzés, incroyable. Mais aussi avec, ce qu'elle a compris, c'est que ça suffisait pas de protéger les chimpanzés dans une forêt, d'Ouganda, qu'on ne peut pas le faire si autour des parcs nationaux, par exemple, qui sont protégés, bien les gens crèvent de faim, quoi. Donc Ouais, tout est lié encore une fois, donc elle développe un projet vachement vraiment super. d'accord. Merci beaucoup Marie-Monique Robin pour Merci, je votre vous en temps. prie. Merci. Cette interview vous a été proposée par le webzine Celle qui ose. Vous l'avez appréciée? Alors n'oubliez pas de noter le podcast et de nous laisser un commentaire. Remercions Christian Toucas pour le jingle, nos invités pour leur temps et bien sûr vous qui nous écoutez. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.